Comment décarboner le bâtiment ? Quels sont les matériaux d'avenir de la construction ? Comment mieux trier les déchets de chantier ? Quelles solutions face aux défis du confort d'été ? Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Bâtir pour le climat, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la transition environnementale dans le secteur du bâtiment. Bâtir pour le climat est un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Je suis Carole Ferry, directrice des rédactions. Dans ce podcast, je reçois des professionnels du secteur de la construction durable. Ensemble, nous discutons de leur vision, de leurs projets à impact positif. Ils partagent leurs expériences, ils apportent un éclairage précieux pour vous aider à mettre en place des solutions concrètes. Très bonne écoute. Ce podcast est soutenu par notre partenaire Kingspan France. Isoler son bâtiment tout en garantissant sa performance énergétique et une faible émission carbone est un vrai défi. Ce défi, c'est peut-être aussi le vôtre. Kingspan France accompagne les professionnels soucieux de l'impact de leur projet en proposant des panneaux sandwich isolants, des lanterneaux d'éclairement, d'aération et de désenfumage naturel, des isolants de toiture ou de façade, des solutions d'étanchéité ou encore des fixations pour panneaux photovoltaïques. Bâtir est toujours une œuvre et une responsabilité collective. Pour aller dans le sens de votre démarche, les solutions de Kingspan France couvrent toutes les problématiques d'isolation et d'enveloppe du bâtiment. Et comme le bâtiment de demain sera durable ou ne le sera pas, le groupe Kingspan agit déjà depuis plusieurs années dans le cadre de sa démarche Planet Passionate. Au total, ils ont réduit de 30% leur intensité carbone à l'échelle mondiale. La démarche de Kingspan France, c'est aussi celle de la communauté d'acteurs engagés de bâtir pour le climat. Pour découvrir comment Kingspan France peut vous accompagner, rendez-vous sur kingspan.com/fr/fr. Kingspan, c'est kingspan.com/fr/fr. Kingspan France et Bâtir pour le climat vous souhaitent une bonne écoute. Franck Boutet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'agence d'ingénierie Atelier Franck Boutet, Grand Prix de l'urbanisme 2022. Nous sommes très heureux de vous recevoir puisque vous êtes l'un des pionniers de la qualité environnementale dans la construction. Avec vous, nous allons voir à quoi ressembleront nos villes demain, comment nous devons transformer l'urbanisme pour nous adapter au dérèglement climatique, comment adapter le bâti aux sécheresses, inondations, canicules, et pour commencer, comment vous définiriez l'urbanisme durable ? Alors bonjour, ravi d'être là. En fait, l'urbanisme de la transition écologique, on pourrait le définir autour de 3 piliers. Il y a d'abord des problématiques d'atténuation très fortes, le changement climatique, ou en tout cas les effets sur le dérèglement climatique sont très réduire les émissions de CO2. Voilà, c'est très directement lié aux émissions de CO2. Donc c'est une relation causale. Les émissions de CO2, on sait d'où elles viennent. Par exemple, je consomme de l'énergie, c'est de l'énergie fossile. Pendant la combustion, j'émets du CO2. Ce CO2 va se stocker dans l'atmosphère. Conséquence dérèglement climatique. Donc je dois réduire ma consommation d'énergie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une logique d'atténuation. Aujourd'hui, depuis plus récemment, on parle beaucoup d'adaptation et je pense qu'on va en reparler parce que c'est, à mon sens, le vrai changement qui vient de s'opérer en très très peu de temps. S'adapter au dérèglement climatique. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on était avant dans l'idée que si on faisait tout très bien, il n'y aurait peut-être pas les conséquences attendues. Maintenant, on a compris que les conséquences, finalement, elles seront déjà là puisque finalement, 2022, 2023 ou même la crise sanitaire, c'est un peu une incursion du futur dans le présent et donc on est en train de voir que les choses changent et que les changements ont commencé déjà et il faut donc s'adapter à des conditions de demain. Donc atténuation, adaptation et j'ai envie de dire aussi le 3e pilier essentiel, c'est aussi qu'il faut arriver à entraîner les citoyens dans cette rupture, dans cette transition, dans ce changement total de modèle et de modèle de société. Donc ça va tourner autour de atténuation, adaptation et engagement citoyen. On peut pas continuer changer à faire nos manières de vivre. Oui, puis en fait, donner envie de le faire. C'est-à-dire il faut sortir complètement des logiques un peu punitives, coercitives, en disant tu dois faire ceci, cela. En fait, il faut qu'on arrive à donner les conditions pour les citoyens de s'engager dans cette transition. Et alors, c'est quoi ces conditions, par exemple ? En fait, je pense que ça change beaucoup les façons les logiques d'aménagement. Jusqu'à maintenant, les acteurs de la ville ont travaillé essentiellement sur le milieu physique, comment on peut faire en sorte que ce milieu physique, c'est-à-dire la construction des bâtiments, les infrastructures de mobilité, les infrastructures de services, soient le plus efficient possible, le moins carboné, le plus sobre, etc.
Mais en fait, ça suffit pas. Il y a évidemment beaucoup de carbone aussi dans les usages, les comportements, les modes de vie, etc. Et il faut penser aujourd'hui nos aménagements dans leur capacité inductive pour sensibiliser, Donnez-nous des entraîner les citoyens. Comprennent bien. Typiquement, on peut pas juste imposer, tu ne dois pas prendre ta voiture. Ça a été essayé à un moment, ça n'a pas trop marché avec des... Il faut déjà faire des transports en commun efficaces. En fait, il faut qu'il y ait des transports en commun, il faut qu'on ait la possibilité de se passer de la voiture, et puis ensuite, il faut arriver finalement à se détacher de sa voiture et à avoir envie de se déplacer autrement. Mais déjà, il faut avoir les moyens. Donc ça veut dire que dans les opérations, aujourd'hui, on doit plutôt travailler, enfin c'est pas plutôt, c'est en plus de travailler la sobriété carbone, etc. sur le milieu physique, il faut vraiment donner les moyens. Typiquement dans une opération d'aménagement ou un nouveau quartier, si on ne prévoit pas de commerce autrement, s'il n'y a pas de recyclerie dans le quartier, s'il n'y a pas de commerce, d'alimentation en circuit court, d'agriculture biologique, etc., les gens continuent à manger n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Donc en fait, c'est vraiment penser les dimensions soft de l'aménagement qui travaillent beaucoup sur la programmation, les aspects serviciels pour aider finalement à changer de comportement et à avoir d'autres usages. Cette dimension, elle était peu présente avant, et c'est vrai qu'on disait, il faut faire des bâtiments les plus économes possibles en énergie, il faut faire des bâtiments avec l'empreinte carbone la plus efficace. Il faut ensuite prévoir des infrastructures. Oui, et alors, est-ce que les gens vont pouvoir s'emparer de tout ça? Est-ce qu'ils vont comprendre d'ailleurs ce qu'on a fait aussi pendant des années, des bâtiments très technologiques et peut-être avec une difficulté pour les habitants de comprendre comment ça fonctionnait, peut-être en mettant en défaut un modèle très passif qui fonctionnait sur le fait de n'ouvrir ses fenêtres que quand c'était nécessaire. Mais on a envie d'ouvrir ses fenêtres parfois, pas parce que c'est nécessaire, juste parce qu'on a envie. Et en fait, le modèle de calcul peut tomber complètement à l'eau, à genoux, parce que on a ouvert les fenêtres à un moment où c'était pas prévu. Donc il faut aussi arriver à travailler sur donner la possibilité et travailler vraiment l'implication ou en tout cas les interfaces entre milieu physique, milieu humain. Et ça, du coup, on pourrait résumer donc atténuation, adaptation, engagement citoyen. Comment on arrive à construire la ville aussi avec les citoyens. Alors, nous avons aujourd'hui une véritable révolution dans les matériaux de construction décarbonés. Pour autant, malgré votre engagement en faveur de l'environnement, vous ne rejetez pas complètement en bloc le béton. Vous dites, comme beaucoup de monde d'ailleurs, c'est vraiment le bon matériau au bon endroit. Moi, je me méfie toujours à la fois des mouvements comme ça de bascule et un peu des formes de pensée unique où on passe d'une pensée unique à une autre pensée unique. Moi, je me souviens, au tout début, donc ça fait 20 ans qu'on travaille dans ce domaine-là, c'était peut-être il y a 17-18 ans, on a voulu faire un premier quartier entièrement en bois avec juste le béton qui allait bien dans les fondations, mais sinon tout le reste en bois. Tout le monde nous a dit c'est impossible de faire du bois, ça marche avec aucune autre déréglementation en France, ça marche pas avec la réglementation incendie, ça marche pas avec la réglementation acoustique, etc. Même la réglementation thermique, donc impossible de faire du bois. Bon, très bien. D'ailleurs, on n'a pas sorti l'opération. On a eu d'autres tentatives qui, celles-là, ont été plus couronnées de succès. Donc, on a sorti d'ailleurs le premier bâtiment en bois dans Paris, sur la ZAC Bédier, avec Art & Built, l'aménageur était la CEMAPA. Et en tout cas, c'était des opérations très unique et très difficile à sortir. C'était un véritable parcours du combattant. Depuis quelques années, tout d'un coup, en fait, il faut tout faire en bois et maintenant, il ne faut plus rien faire en béton. C'est un vrai basculement. C'est l'arrivée de la RE 2020. C'est l'arrivée de la RE 2020. Oui, bien sûr, la RE 2020, elle a donné le cap et en fait, elle rend presque difficile de faire autrement. Mais il y avait quand même déjà des prémices avant. Il y avait des constructeurs, des promoteurs qui faisaient du tout bois. Donc il y a un basculement comme ça, du tout béton au tout bois. Moi, je suis pas tellement pour l'élimination des matériaux parce que par exemple, entre le béton et le bois, il y a aussi d'autres filières qui sont par exemple la pierre massive, la terre crue, très mal valorisée encore dans la RE 2020 par exemple. Et or, il y a des intérêts très importants de ces matériaux pour différentes raisons. Après, vous avez d'ailleurs parlé de révolution dans les matériaux et révolution dans les matériaux décarbonés. Il faut toujours revenir un peu à l'origine avant de revenir sur la question de, rester un peu ouvert sur les différents choix de matériaux. Révolution, en fait, on pourrait se dire que historiquement, on construisait déjà avec des matériaux bas carbone. Pourquoi ? Parce qu'on utilisait des matériaux locaux. Mais des matériaux locaux aussi, ça c'est une dimension qui est très importante, qui est pas assez prise en compte aujourd'hui dans les analyses de cycle de vie.
on considère souvent le matériau décarboné en tant que tel, c'est-à-dire la pièce de matériau que je regarde, mais évidemment la question de où vient ce matériau, quel est le degré de proximité par rapport à là où je vais construire, et quelle est la filière de transformation, quel est le mode d'approvisionnement, etc. Et est-ce qu'il pourra être réemployé ? Et est-ce qu'il pourra ensuite être réemployé à l'issue de son usage dans un bâtiment ? Donc en fait, toute cette question qu'on pourrait appeler une forme d'écologie territoriale, avant, elle était native. Pourquoi ? Parce que de toute façon, on pouvait pas transporter loin les matériaux, puis on n'avait pas l'idée de prendre un matériau à un endroit de la planète, de l'envoyer à l'autre, à un endroit opposé sur la planète pour pouvoir construire. Donc il y a un moment une mondialisation, une globalisation de tout évidemment, mais dont aussi des matériaux de construction comme des savoir-faire, où on se dit, c'est pas grave, on aura toujours un matériau qui vienne de n'importe où et pour pouvoir le transposer, enfin l'utiliser à n'importe où sur la planète et pouvoir finalement répondre à tous les besoins, quelles que soient les conditions. On trouvera toujours en fait la technologie qui va bien. Donc ça c'est un basculement important, mais on va dire que la révolution elle existait. Enfin c'était pas une révolution du coup, mais elle existait déjà avant. On utilisait des matériaux locaux. La révolution c'est de revenir à ces matériaux. Et en fait finalement. voilà, c'est ça que j'avais envie de dire, c'est que il y a une forme de révolution dans l'idée de pouvoir construire de nouveau avec des matériaux locaux. Donc c'est pas juste le bois, c'est bien parce que c'est du bois. C'est en fait d'où vient le bois. Si le bois vient d'à côté, s'il est issu d'une filière forestière qui soit bien gérée, etc. Si on arrive à renouveler la forêt, parce qu'évidemment il faut couper la forêt. Donc, mais il faut pas la couper trop parce que si on la coupe trop, il y a plus de forêt. Mais si on la coupe pas assez, elle s'étouffe. Donc en fait il faut juste trouver les bons mécanismes entre filière, ressources. Enfin d'abord ressources, filière, ensuite utilisation. Et qu'il puisse y avoir un renouvellement. Donc c'est toujours en fait finalement des formes de cycle écologique où moi j'aime bien parler d'écologie territoriale, qui est un terme sur lequel on travaille pas encore beaucoup cette idée-là de l'écologie territoriale. On va dire on va travailler avec une ressource, on va travailler avec sa transformation, le process de transformation, son approvisionnement, on va construire localement. La construction avec des matériaux locaux, elle a ça aussi d'intéressant qu'elle permet de singulariser les villes qu'on construit. On a tous en tête quand on va dans certaines villes des choses assez incroyables, par exemple San Gimignano où la ville elle-même est construite de la pierre qui a été extraite de la montagne qui est en dessous. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence totale entre la géographie et la ville qui a été construite par-dessus. En plus il y a même pas de différence entre les bâtiments bas et les bâtiments hauts, des petites tours. Certes, c'est pas des IGH comme on trouve dans le quartier de la Défense, mais ce sont des petites tourettes et en fait tous les bâtiments sont construits avec le même matériau qui vient de la montagne en dessous. Et en fait, ça donne évidemment une identité, une singularité, une personnalité, on pourrait même parler de personnalité à ces villes parce que elles sont totalement inscrites dans leur géographie. On parlait effectivement beaucoup tout bois, tout béton. On parle de plus en plus de toute façon aujourd'hui de mix bois-béton. Oui, ça y est, c'est enfin venu. C'est-à-dire qu'avant, on était un peu sur l'opposition. Le béton, c'est pas bien. Il y a des personnes assez en vue qui ont déclaré à un moment on ne coulera plus un mètre cube de béton ici. Bon, je dirais pas qui et où, mais bon, cette phrase est assez connue. Moi, je pense qu'il faut regarder donc le bon. Enfin, après, évidemment, le terme il commence à être bien usité, c'est-à-dire le matériau au bon endroit. C'est quel est mon besoin, qu'est-ce que je dois assumer. Si je dois être sur une très grande portée, il y a des matériaux qui sont capables de le faire. Si je dois plutôt résister à des efforts de compression, il y a des matériaux qui le font bien. Des efforts de traction importants, il y a des matériaux qui le font bien. Si je suis dans un environnement qui est un peu humide, salin, etc., il y a des matériaux qui sont très bons pour ça. Et il vaut mieux rester ouvert sur les matériaux. Et l'idée, par exemple, de ne pas bloquer le béton, ça veut dire aussi que de toute façon, avec les réglementations et les impératifs de décarbonation, de toute façon, les fabricants, les filières vont changer et les filières de béton sont en train de changer. Pour vous, c'est une bonne chose? Ça fonctionne bien? Après, on dit béton bas carbone, ça recouvre un peu tout et n'importe quoi. Il y a des valeurs carbonées qui restent très élevées dans les bétons dits bas carbone. On peut gagner 10% sur le carbone, 15, 20, 30. Après, il y a des évolutions assez intéressantes. Il y a en fait celui qui est à l'origine du ciment, donc qui s'appelle Vicat, qui est à Grenoble. Vicat donc a découvert à l'époque le ciment. Il n'a pas mis de copyright sur son ciment. Lafarge a récupéré le dispositif, elle l'a tout de suite copyrighté, donc Lafarge est devenu très riche évidemment par l'utilisation du ciment. Là, Vicat ne fait pas la même chose. Ils n'ont pas oublié de copyrighter leur nouveauté. Leur nouveauté, c'est quoi? C'est un béton qui aura les capacités de stocker du carbone comme la biomasse, donc comme le bois. Donc là, ils sont
sur un béton qui a déjà été mis en œuvre dans une opération avec Léon Gross relativement importante. Donc c'est le premier vrai démonstrateur. Donc c'est un béton en fait, c'est un ciment à partir de biochar. Et la biochar en fait, c'est ce qu'on trouve dans l'humus en fait sous les arbres dans les forêts. Donc en fait, c'est bien un matériau, enfin c'est bien une forme de biomasse. Donc il y a bien du stockage carbone pendant la croissance en fait de cette biomasse. Et donc aujourd'hui, une fois mis en œuvre sous forme de béton, en fait, il a des valeurs carbone qui sont 10 fois moins élevées que le béton classique. Et là, en labo, ils sont en train de développer un béton, un ciment d'abord, mais après, évidemment, il n'y a pas que du ciment dans le béton. C'est un peu ça le problème quand même. Il y a d'autres problèmes sur la question de l'eau et du sable. Mais en tout cas, ils seront capables d'avoir un béton qui sera carbone négatif, c'est-à-dire comme le bois, c'est-à-dire la valeur. Et qui n'est pas encore commercialisé. Celui qui sera carbone négatif n'est pas encore commercialisé, il est encore dans les labos. Alors, il y a la question de l'atténuation, comment limiter, on l'a dit, les émissions de CO2, mais également l'adaptation, comment préparer nos territoires au dérèglement climatique. Et là-dessus, vous avez des solutions à nous proposer ? Bon, la solution, je sais pas, mais il faut déjà qu'on parle en effet de l'enjeu d'adaptation. L'adaptation est arrivée très récemment dans le vocabulaire et même dans les actions, on va dire, des acteurs de la ville, à toutes les échelles. C'était... moi, je date des crises, et d'ailleurs, c'est les crises sont très bien pour pouvoir apprendre. On va dire crise sanitaire d'abord, puis l'été 2022, donc avec des risques systémiques qu'on a vu émerger, à la fois méga feu, stress hydrique, chute drastique des rendements agricoles, la guerre en Ukraine, l'augmentation du coût de l'énergie, des épisodes caniculaires répétés. L'été 2023 a ressemblé pas mal à l'été 2022 et en fait moi j'ai vraiment eu pas le sentiment d'ailleurs parce que je l'ai senti dans les discussions avec les opérateurs avec lesquels on travaille, donc y compris les promoteurs qui parfois sont un petit peu à la traîne sur tous ces sujets. Avant l'été 2022, il était toujours très difficile, par exemple, de parler du confort d'été pour en faire un vrai sujet tangible de conception et d'habitabilité dans les logements. Les opérateurs nous regardaient en disant « Oui, bon, le confort d'été, d'accord, c'est quand même pas... » Un petit luxe qui coûte cher. Puis c'est quand même pas pour tout de suite, etc. Après 2022, il y a eu plusieurs épisodes caniculaires un peu rudes, avec des amplitudes jour-nuit extrêmement faibles, donc c'était très difficile à vivre dans les centres-villes, avec la problématique de l'îlot de chaleur urbain. Et donc après, au sortir de l'été 2022, là, plus personne ne contestait qu'il fallait travailler sur la question du confort d'été. Pas simplement parce que c'est dans la RE 2020. C'était avant. Une conviction... En fait, c'est arrivé avant, et la RE 2020, elle arrive en posant de façon beaucoup plus juste et intéressante et pertinente le sujet du confort d'été. Alors, c'est le confort d'été aujourd'hui. Évidemment, le grand changement aussi, c'est comment on anticipe la question du confort d'été demain. Donc, il y a en tout cas une sensibilisation, on va dire, qui s'est opérée après 2022. Enfin, déjà, la crise sanitaire a déjà fait prendre conscience d'un certain nombre de choses quand même. L'été 2022, puis l'été 2023. Aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Si on veut résumer ce que je disais tout à l'heure sur l'atténuation, c'est une relation causale. J'agis sur la cause pour réduire l'effet. L'adaptation, ça veut dire que, en fait, je dois concevoir des aménagements urbains, des infrastructures, des bâtiments qui seraient, parce que c'est assez conditionnel, capables d'encaisser des épisodes climatiques demain. Et la question, évidemment, c'est, mais demain, c'est quoi ? Et en fait, la réponse, elle n'est pas totalement connue. Elle est connaissable, évidemment. Il y a les rapports du GIEC. Aujourd'hui, les rapports du GIEC, parce qu'il n'y a pas que les étés qui ont travaillé, qui ont œuvré à la sensibilisation. Il y a évidemment le fait que les rapports du GIEC sont beaucoup plus lisibles et beaucoup plus lus et beaucoup plus commentés. Et en effet, on voit bien qu'il y a des scénarios, des trajectoires. Il y a des trajectoires plus ou moins optimistes à plus 1 degré, enfin plus personne n'y croit évidemment, plus 2 degrés, plus 4,5 degrés, plus 7 degrés, etc. Et après, bien pire. Donc, en fait, il y a des trajectoires du changement climatique avec les conséquences qui vont avec. Donc, évidemment, élévation des niveaux de température, réduction des amplitudes jour-nuit pendant les périodes estivales, aggravation aussi des hivers. C'est pas que un réchauffement des températures. Ce qui reste à peu près constant, c'est les radiations solaires, des régimes de vent qui peuvent changer, avec parfois même une inversion des régimes de vent dominants, des épisodes pluvieux beaucoup plus importants, avec du coup des phénomènes d'inondation beaucoup plus importants aussi, des phénomènes de sécheresse, etc. Et en fait, les risques systémiques dont je parlais tout à l'heure, par exemple les méga-feux, c'est très lié aussi à un stress hydrique. La forêt s'est enflammée beaucoup plus vite parce que les arbres étaient très secs.
très sec parce que stress hydrique parce que pas assez d'eau qui retourne dans les nappes phréatiques. Et en fait, on voit qu'on boucle tout le temps sur des cycles. Pourquoi il n'y a pas assez d'eau dans les nappes phréatiques? C'est pas simplement parce qu'il ne pleut pas assez, c'est aussi parce qu'on a beaucoup imperméabilisé les sols. Et on considère souvent que c'est les villes qui ont imperméabilisé les sols, mais pas seulement. Une terre qui est utilisée pour l'agriculture intensive pendant des dizaines d'années, en fait, elle est aussi imperméable qu'un sol artificialisé en ville. Et donc l'eau ne peut plus cheminer, l'eau de pluie ne peut pas recharger les nappes phréatiques, etc. Donc en fait, il y a tout un cycle à retrouver, comment on arrive à désimperméabiliser la ville, à la déminéraliser, à faire en sorte que l'eau de pluie retourne dans les nappes phréatiques, etc. et de réactiver ces cycles. Donc, ça fait partie des choses que vous proposez, par exemple, bien dans sûr, les projets d'aménagement? Je voudrais encore redonner un enjeu chiffré sur les problématiques d'adaptation. En fait, en France, et on va dire que c'est le cas dans tous les pays d'Europe d'ailleurs, on est dans des pays où on a une histoire urbaine déjà très ancienne. On est dans des pays où la démographie est faible, ce qui fait que la ville se renouvelle très peu. Donc on renouvelle la ville par la construction neuve, j'entends, à hauteur en gros de moins de 1% par an. Tout à fait. C'est très peu, moins de 1% par an. Et donc, si on projette en 2050, parce que projetons-nous donc 2 minutes en 2050, et c'est très bientôt, c'est dans 25 ans. Donc, 2050, si on fait cette projection avec un taux de renouvellement très faible de la ville par des constructions neuves, ça veut dire que, en gros, le chiffre qui est bien connu aujourd'hui, c'est 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui. Et en fait, on peut faire la transposition, c'est 80% des bâtiments de 2050, mais c'est aussi 80% des infrastructures, des espaces publics de 2050 qui existent déjà aujourd'hui. Donc l'enjeu, c'est la rénovation. Alors, ça veut dire déjà à quel point il faut travailler sur l'existant, s'intéresser à l'existant, mais toujours sur cette question d'adaptation. Évidemment, une fois qu'on a dit 80% des bâtiments de 2050 existent déjà aujourd'hui, il faut se poser la question immédiatement, combien des bâtiments, des infrastructures, des espaces publics qui existent donc aujourd'hui et qui existeront en très grande majorité en 2050 sont-ils adaptés aux conditions de 2050? Et la réponse est non. Quasi zéro. Donc on peut se dire oui, mais c'est normal. Avant, on n'avait pas du tout ça en tête, donc on n'a jamais fait des bâtiments adaptés à des conditions de demain. Mais ce qu'on a produit récemment doit certainement mieux l'être. Réponse? Non plus. Enfin, ça n'est pas vrai non plus, finalement. Ce qu'on a produit récemment est presque moins adapté aux conditions de 2050 que ce qui a existé il y a 100 ans, 200 ans, parce qu'on construisait avec beaucoup d'inertie, on vitrait pas énormément les bâtiments, et donc alors pas toutes les constructions, une maison en parpaing non isolée en troisième couronne, elle n'est pas très adaptée à 2050. Mais par contre, beaucoup des constructions anciennes qui forment les villes européennes aujourd'hui sont bien plus adaptées aux conditions de 2050 que ce qu'on a produit ces derniers temps. Donc, en fait, ça dit l'enjeu très important de l'adaptation. Donc, oui, il faut s'intéresser à l'existant parce que, en fait, la ville de demain, elle est essentiellement faite déjà des bâtiments et des infrastructures et des espaces publics qui existent déjà aujourd'hui. Il faut s'intéresser à eux et il faut s'intéresser à eux parce qu'il y a des gisements énergétiques et de carbone, on reparle d'atténuation, mais aussi parce qu'il faut les adapter aux conditions de demain. Quelles sont les priorités pour adapter l'existant ? Alors ça dépend en fait de quel objet on parle. On va d'abord parler des espaces publics parce qu'en fait aujourd'hui il y a un peu des fléaux sur la maladaptation des villes qui font qu'il y a des phénomènes un peu plus intenses en ville, ne serait-ce que par exemple ce qu'on appelle couramment aujourd'hui l'îlot de chaleur urbain, c'est une aggravation des températures par rapport à un système ouvert comme le territoire rural ou la campagne, qui est dû à plusieurs choses combinées. C'est à la fois une forte, enfin c'est d'abord le fait qu'on est construit. Avant de dire que c'est de la densité, c'est une construction qui fait que en fait on va capter les rayons du soleil, mais les rayons du soleil, enfin l'énergie qui va être captée dans la matière ne va pas pouvoir repartir librement vers la voûte céleste le soir parce qu'il y a un phénomène de captage radiatif. Donc la forme urbaine ne permet pas de faire repartir l'énergie vers la voûte céleste. Après, on a des villes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont très minéralisées, très imperméabilisées. Donc on a cassé le cycle de l'eau. En fait, il y a quasiment plus de lien direct entre l'eau de pluie et la nappe phréatique. Tout ruisselle.
On va tout conduire dans des canalisations, dans des usines de traitement d'eau, etc., qui mettent l'eau en dehors de la ville. Donc ça veut dire que la ville, l'eau n'est plus présente du tout dans la ville et le cycle de l'eau est totalement rompu. On a des espaces publics qui sont historiquement beaucoup dessinés par et pour la voiture, avec tous les phénomènes qu'on connaît. C'est à la fois très minéral évidemment, totalement imperméable, avec des revêtements qui sont des revêtements type asphalté. Bitume. Donc ça veut dire bitumé. Donc ça veut dire des revêtements sombres qui captent énormément l'énergie et qui vont élever les niveaux de température. Après, évidemment, il y a aussi la densité, c'est-à-dire que tout le monde émet un peu d'énergie, les êtres humains, mais aussi une voiture thermique dégage de l'énergie. Une climatisation, elle fait du froid dans les bâtiments, mais elle met du chaud dehors. C'est exactement comme un réfrigérateur. Derrière le réfrigérateur, il fait chaud. Derrière une clim, en fait, il fait chaud. Et la chaleur est rejetée dans l'atmosphère en milieu urbain. Donc, chaque personne émet aussi de la chaleur. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les chaleurs anthropiques ou la chaleur fatale. Tout ça, ça va se retrouver dans une ville, dans une forme urbaine qui, en plus, permet pas trop le dégagement de cette énergie, à la fois les phénomènes radiatifs, donc vers la voûte céleste, mais aussi la dispersion de cette chaleur. Et donc, tout ça, ça conduit à ce qu'on appelle donc l'îlot de chaleur urbain, une augmentation des températures qui peut être extrêmement pénalisante. C'est-à-dire que pendant un épisode caniculaire où il peut faire 30 à la campagne, il peut faire 36, 38 en ville. En fait, le phénomène s'amplifie encore en épisode caniculaire. Donc, une fois que j'ai listé tout ça, en fait, on voit bien que c'est tout ce qui conduit à l'aggravation des températures. En fait, il faut juste inverser tout. Et donc, ça veut dire aussi... On enlève le bitume. Ça veut dire réduire... Et on met de l'herbe. Réduire la place de la voiture. Et à Paris, on avait fait, parce qu'on a développé un projet avec Léonard et Richet qui s'appelle la rue commune, justement pour un outil pour transformer la rue ordinaire en rue adaptée à des conditions de demain. Et en fait, on avait fait la métrique à Paris avant les interventions d'Anne Hidalgo, parce qu'on peut contester les interventions d'Anne Hidalgo, mais je pense qu'elle fait les choses dans le bon sens par rapport à ces problématiques d'adaptation. Elle est en train réellement d'adapter Paris à des conditions de demain. Donc on avait fait le décompte, 80% de l'espace public dans Paris est un espace destiné par et pour la voiture, qui n'assure pourtant plus que 10% des parts modales. Donc il y a 10% des déplacements, alors c'est 4,7% même des déplacements de Paris à Paris qui sont assurés en voiture. Et après, c'est plutôt 15% pour Paris première couronne. Mais pourtant, l'espace public était marqué à hauteur de 80% par la logique voiture, avec tout ce que je viens de décrire, qui sont que des conséquences en fait aggravantes. Ça n'a pas fait que des heureux, mais effectivement, voilà, c'est en train de s'inverser. Ça ne fait pas que des heureux, l'adaptation ne fera pas que des heureux d'ailleurs. Et donc, du coup, comment redonner la juste place à la voiture par rapport aux bénéfices qu'elle rend finalement, 10% des parts modales, c'est pas obligatoirement lui donner que 10% de l'espace public, mais peut réduire considérablement les 80%. Une fois qu'on a réduit la place de la voiture et donc aussi l'espace public dédié à la voiture, on va gagner de la place. Cette place, c'est pour se déplacer autrement, c'est pour d'autres usages. On a vu aussi pendant la crise sanitaire, ça c'est un autre des intérêts de la crise sanitaire, c'est que quand on a vu la voiture disparaître, tout d'un coup, il y a le vélo d'une part, mais après on s'est mis à reconquérir l'espace public, les terrasses. Là aussi, ça a pu faire aller des gens, mais c'était quand même extraordinaire de voir enfin qu'on pouvait se dîner à peu près n'importe où dans Paris. Il y avait des terrasses partout, c'était incroyable. Donc redonner de la place à d'autres usages, et puis évidemment permettre de déminéraliser, désimperméabiliser, désasphalter, débitumer, etc. Pour faire quoi? Pour planter, parce que l'arbre a des vertus incroyables en ville. L'arbre fait quoi? Au-delà d'être un objet d'agrément quand même aussi incroyable, mais il a comme capacité de générer de l'ombre. Il faut avoir en tête que quand on met un arbre, si on prend la température de surface du trottoir qui est sous l'arbre, entre l'espace à l'ombre et l'espace directement exposé au soleil, enfin le revêtement à l'ombre, on va dire le revêtement exposé au soleil, il peut y avoir des écarts de température de surface de l'ordre de 15 degrés. Ah oui, 15. C'est colossal. Alors c'est pas 15 degrés sur la température ressentie, c'est juste la température de surface. La température ressentie, c'est un mélange d'un tas de phénomènes, mais en tout cas sur la température de surface, 15 degrés. Donc l'arbre sait faire ça de manière incroyable. Et puis il fait quoi? Tout à l'heure j'ai parlé de la brise rafraîchissante. L'arbre, une fois que j'ai restaurer le cycle de l'eau, une fois que j'ai déminéralisé, etc., ça veut dire que l'eau de pluie va pouvoir tomber directement, enfin recharger la nappe phréatique directement là où elle est tombée. Donc recharger les nappes phréatiques, ça veut dire pouvoir avoir une ressource eau sous la ville. Cette ressource eau, c'est aussi un des intérêts de l'arbre, c'est que l'arbre va faire quoi? Il va prendre l'eau en sous-sol de la nappe phréatique pour la remonter en surface.
Il offre une surface d'échange incroyable. C'est aussi une autre vertu de l'arbre. Pour 1 mètre cube donné, il offre une surface d'échange par son système foliaire qui est incroyablement développé. Pas tout à fait autant que le charbon. Système d'échange? En fait, c'est la surface développée des branches et des feuilles qui est colossale par rapport à l'espace que ça occupe. Or, cette surface, c'est ce qui va permettre le phénomène d'évapotranspiration, c'est-à-dire que l'eau liquide qui est contenue dans les branches et les feuilles va se transformer en vapeur d'eau avec le contact de l'air, et cette réaction de l'eau liquide à l'eau vapeur, c'est une réaction endothermique qui absorbe de l'énergie, donc il va y avoir un phénomène de rafraîchissement. Pour ça, il faut des arbres pour avoir la surface d'échange, il faut de l'eau, donc il faut avoir remis en route, on va dire, le cycle de l'eau naturelle, et il faut cette fameuse brise, ce vent qui circule dans la ville. Donc c'est les 3 ingrédients, surface d'échange, eau et vent. Et le vent qui circule dans la ville, on fait comment ? Eh bien, quand on est en train de faire un aménagement nouveau, ça veut dire qu'il faut évidemment orienter les espaces publics par rapport au vent et bien penser ça, ce qu'on n'a pas fait dans les opérations récentes. On faisait un système orthogonal si on pensait qu'un système orthogonal c'était bien. On faisait un système de maillage à partir de points et qu'on reliait si on pensait que c'était bien. Mais en fait, on faisait très peu un dessin de la ville par rapport au vent dominant. D'ailleurs, même historiquement, on n'en a pas trouvé beaucoup parce que moi j'ai eu l'occasion avec Bernard Eichen en 2012 de faire le dessin de la ville nouvelle de Zenata au nord de Casablanca, et en fait on a dessiné la ville par rapport au vent dominant venant de la mer, avec l'idée de faire un climatiseur urbain naturel, on va l'appeler comme ça, ou un rafraîchisseur urbain naturel avec le vent, donc qui vient rafraîchir la ville, et on a démontré par le calcul qu'on gagnait de 4 à 7 degrés sur la température ressentie. C'est colossal. Aujourd'hui, vous pensez à ça dans chacun de vos nouveaux projets? Ah oui, bien sûr. Alors évidemment, on est souvent sur des logiques d'adaptation, on crée pas des villes nouvelles tous les jours, c'est même rarissime. On est plutôt sur des logiques d'adaptation, donc ça veut dire aussi... Et dans l'adaptation, on peut le faire aussi. En fait, ça veut dire souvent, et je l'ai pas dit tout à l'heure dans les termes, j'ai parlé atténuation, adaptation, engagement, mais après les outils de l'adaptation changent aussi considérablement des outils d'atténuation, parce que dans l'adaptation, comme j'ai dit tout à l'heure, que on est essentiellement sur une ville qui existe déjà. En fait, aujourd'hui, moi j'aime bien définir l'urbanisme qu'on a à faire aujourd'hui dans une logique d'adaptation qui est essentiellement un urbanisme de la réparation, un urbanisme de la transformation, c'est-à-dire qu'on fait avec quelque chose qui a pas toujours été bien fait, et c'est pas parce que c'est récent que ça a été bien fait, au contraire, il y a un moment on a oublié les logiques de localisme, de rapport à un contexte, etc. Donc c'est souvent, en fait, une forme de réparation. Donc cette idée, par exemple, de refaire circuler le vent dans les villes, parfois, ça pourrait même conduire à devoir démolir un bâtiment. Aujourd'hui, dans l'idée il faut surtout rien toucher. Bon, il y a des choses d'abord qui sont quand même pas très intéressantes, il faut se le dire, y compris d'un point de vue esthétique, mais même d'un point de vue de rapport urbain qui n'a aucun sens. Et parfois, il peut y avoir un bâtiment qui bloque une veine de vent, qui permet plus au vent de s'écouler dans une large avenue, par exemple, qui serait très plantée, etc. Donc, en fait, on peut faire un projet localement en disant on a planté, on a étendu les fosses d'arbres, etc. Mais zut, ça marche pas très bien. Bah oui, parce qu'il faut toujours remonter en amont d'un cran et à l'échelle supérieure ou en amont, par exemple, des vents dominants, pour se dire mais en fait d'où vient le vent? Parce que si j'ai pas de vent, ça va pas très bien fonctionner. Donc en fait faire revenir le vent dans la ville, parfois oui, ça veut dire réouvrir un endroit qui a été bloqué, qui a été bouché par une construction qui a été mal positionnée. Et puis j'avais eu l'occasion, puisque Paris s'est doté du PLU bioclimatique, ou en train de se doter du PLU bioclimatique que moi j'aime bien appeler PLU d'adaptation d'une certaine manière. Et donc Anne Hidalgo et Emmanuel Grégoire avaient invité un certain nombre d'acteurs pour avoir leur point de vue sur le PLU, et j'avais dit à Anne Hidalgo et donc Emmanuel Grégoire, en fait il y aurait une action assez simple, c'est qu'aujourd'hui on a complètement bloqué l'écoulement des vents dans Paris en fermant toutes les portes cochères des immeubles haussmanniens, enfin des immeubles de rapport. À l'époque elles étaient ouvertes. Par défaut elles restaient ouvertes. Ça permettait à la voiture cochère de rentrer, parce qu'on rentrait avec les chevaux dans la cour, et elles restaient ouvertes. On les a fermées pour des questions de sécurité. Aujourd'hui, en fait, elles sont tout le temps fermées, jour et nuit, tout le temps fermées. Et le vent ne peut pas s'écouler, parce que la ville de Paris est densément construite, mais finalement, quand on regarde bien, c'est quelque chose qu'on avait investigué dans l'exposition Paris-Haussmann, modèle de ville au pavillon de l'Arsenal en 2017. On avait été commissaire scientifique de cette exposition, et on avait montré que
Oui, il y a une forme urbaine qui est très construite, ce qui explique la très forte densité de Paris, mais la forme urbaine haussmannienne, en fait, elle est truffée de perforations, de vides de différentes tailles. Donc il y a évidemment l'avenue, la rue, la cour principale, la cour secondaire, la courette, jusqu'à la gaine de ventilation à l'intérieur des immeubles. Et en fait, tous ces vides étaient connectés avec des bâtiments assez fins où une connexion directe, par exemple, de l'avenue à la cour principale par le biais de la porte cochère. Une fois qu'on ferme, en fait, le vent, il a plus tellement de façon de passer. Il reste un peu bloqué dans les avenues. Et donc, je disais d'une manière un peu iconoclaste, réouvrons toutes les portes cochères et en fait, on gagnera 4 degrés sur la température ressentie dans Paris. Dit quoi? On m'a dit, oui, c'est extrêmement intéressant. Donc, tout le monde a ça en tête maintenant, sauf qu'évidemment, la porte cochère, elle est devenue patrimoniale. Donc, il va falloir discuter avec les architectes des bâtiments de France. C'est pas évident, mais on pourrait imaginer que, et puis il y a des problématiques de sécurité, évidemment, personne ne veut que qui que ce soit puisse rentrer dans sa cour, mais on pourrait remplacer les portes cochères par des portes transparentes aéroliquement, en gros la grille, quoi. C'est une porte qui est transparente aéroliquement. Du point de vue de la sécurité, on peut pas passer, et pourtant le vent peut passer, même les insectes, les oiseaux, etc. Ce qui permettrait aussi un développement de la biodiversité. Et puis, si on trouve que la grille, c'est pas très esthétique dans Paris, on pourrait imaginer un double système. Comme en général, les porches sont très profonds, on pourrait avoir la porte cochère en bois en première ligne, mais qui soit ouverte la plupart du temps, avec une grille en arrière-plan qu'on verrait pas directement depuis l'espace public. Et puis, quand on a vraiment besoin, on ferme la porte cochère. On peut fermer la nuit, par exemple, si on a moins besoin de vent. Encore que la nuit, il se passe des choses très intéressantes avec l'aérologie. Mais bon, et du coup, oui, je pense vraiment qu'on gagnerait 3 à 4 degrés sur la température ressentie. On inverserait de façon assez considérable le phénomène d'îlot de chaleur urbain sans avoir à peindre tous les toits en blanc, sachant que les toits sont quand même protégés. Enfin, ils sont devenus patrimoine mondial de l'humanité aussi, les toits de Paris. Donc, on peut pas tous les peindre en blanc comme certains rêveraient de le faire. Les toitures, justement, les toits vont devenir un élément essentiel des villes de demain. Nous y avons longtemps mis les équipements techniques. Aujourd'hui, on y met plutôt des fermes urbaines, des terrasses végétalisées, etc. On y fabrique de l'énergie avec les panneaux photovoltaïques. Comment vous voyez évoluer les toits de nos villes demain? Vous avez raison, là vous avez déjà cité de différents usages du toit. C'est sûr que le toit, alors en fait il y a toit et toit quand même, parce que les toits de Paris, c'est classiquement le zinc et l'ardoise. C'est assez difficile d'intervenir. Alors, il n'y a pas que Paris, hein. Non, c'est vrai. Tiens, non, mais je veux dire, enfin, typiquement, il y a ces toits, d'abord qui avaient des fonctions par rapport à la pluie, assez difficile de les reprendre parce que à un moment, les usages que vous avez cités, ça existe bien sur des toits plats. Finalement, il y a pas tant de bâtiments à toit plat qui existent dans les centres-villes, hein. Mais en effet, il y a un usage des toits à retrouver, comme alors c'est d'ailleurs pas que les toits, parce que j'étais impliqué dans un projet de recherche à un moment qui posait la question de quel avenir pour les toits demain, etc. Avec l'idée que sur le toit, en fait, le toit, on lui demandait à peu près tout et n'importe quoi, c'est-à-dire être à la fois surface de végétalisation, surface captatrice d'eau de pluie, producteur d'énergie, producteur d'agriculture urbaine, enfin de maraîchage, on va dire. Et donc, comment on arrive à travailler, on va dire, reconquérir cet épiderme urbain pour avoir des fonctions écologiques essentielles, comme, en effet, on vient de le dire, hein, capter l'eau, être régulateur de l'eau pluviale, pouvoir développer une forme de nature tridimensionnelle, parce que souvent quand on parle de renaturation en ville, on parle souvent de la renaturation du sol, et après parfois on se dit il faut végétaliser la toiture, mais il se passe rien en fait entre le sol et la toiture. Sur des bâtiments qui font 7 étages, aucun insecte n'est capable de monter 7 étages. Un étage humain, c'est à peu près 7 étages ou 10 étages pour un insecte. Donc ça veut dire que 7 étages, c'est 70 étages. Personne ne monte 70 étages à pied. Donc les insectes ne montent jamais 7 étages. Donc ça veut dire aussi que il faut travailler vraiment l'idée des stratifications, par exemple sur la question de la nature. Donc moi, c'est ce que j'appelle aussi nature 3D. C'est comment on pense la place de la nature dans une dimension tridimensionnelle, à la fois les différentes strates horizontales et les connecteurs verticaux pour aller connecter ces différentes strates horizontales, qui sont en fait la seule manière de pouvoir faire un développement
naturelle et de biodiversité avec la migration des insectes. Les insectes vont passer d'un étage à l'autre. Oui, voilà, c'est ça. On a travaillé sur le groupe scolaire de la biodiversité à Boulogne, donc avec les architectes Chartier d'Alix, exactement sur cette thématique, avec un écologue qui nous avait appris, un étage humain, c'est 7 à 10 étages pour un insecte. Donc comment on arrive à travailler des gradations, à l'aider à monter. Voilà, l'aider à monter. Donc on lui fabrique des petits milieux différents, de milieux secs et milieux humides, de manière à ce que les insectes puissent venir, les larves puissent se déposer, les oiseaux qui viennent chercher les insectes et les larves puissent revenir, etc. Donc en fait, c'était un bâtiment accueil de la nature et de la biodiversité. Donc il va se passer ça en effet sur les toits. Donc comment on arrive à installer une nature dans ces 3 dimensions, comment on arrive à réguler le cycle de l'eau. Après, je sais pas si c'est vraiment au toit de faire ça ou si c'est vraiment l'espace au sol qu'il faut désimperméabiliser, parce que c'est là où il faut quand même, à un moment, il faut que l'eau elle retourne vers la nappe phréatique. C'est pas la peine de la stocker en hauteur pendant trop longtemps, ça sert pas à grand chose. Pour arroser les toitures végétalisées. Oui, si on est, en fait, c'est toujours penser, c'est avoir une approche très métaboliste de la ville. Vous avez raison. Si on a des toits plus hauts qui peuvent être stockeurs d'eau, c'est un peu comme des châteaux d'eau. Si ensuite, par système gravitaire, parce que ce qui est embêtant, c'est de voir remonter l'eau tout le temps avec des pompes, donc par système gravitaire, ensuite alimenter des toitures végétalisées qui seraient en contrebas, etc. Non, sur une toiture végétalisée même, l'eau tombe et en fait, elle alimente directement la végétalisation. Elle se stocke dans la terre. Donc là, tout va bien en fait. Ça, c'est un vrai morceau de nature en hauteur qui est alimenté directement par l'eau de pluie. Là, je parlais plus de toiture stockante parce qu'à un moment il y avait une recherche pour stocker de l'eau directement, en hauteur. Évidemment, la question aussi de la production d'énergie renouvelable, et donc il faut à un moment bien les installer et donc, installer les énergies renouvelables, que ça soit le solaire thermique, le solaire photovoltaïque ou l'éolien, ça se fait évidemment sur les toitures. La question de remettre une petite production maraîchère, puisqu'on parle d'agriculture urbaine, mais c'est quand même un abus de langage, on va dire plutôt une production maraîchère en ville, ça va se jouer sur les toitures. Donc on voit bien qu'en fait il y a plein de choses à faire sur ces toitures. Vous voyez en tout cas cet usage des toits vraiment se développer dans les années à venir si on ne parle pas de Paris. Oui, après, c'est pas que Paris. Hein. Quand je parlais de la ville constituée, si on a tous les exemples de villes historiques qu'on a en tête, en fait, la plupart du temps, c'est le toit, c'est le toit en pente. Donc ça veut dire qu'il faudrait enlever des toits en pente, refaire des toitures horizontales lourdes, plutôt béton. C'est pas toujours possible de les faire ou des toitures légères, mais sur des bâtiments. Enfin, c'est quand même pas évident de reprendre une toiture. Avez-vous le sentiment que cette adaptation, on en a beaucoup parlé d'adaptation, devient une véritable préoccupation des collectivités au niveau des plans d'urbanisme, ou est-ce que quand même les restrictions budgétaires restent la priorité ? Bon, d'abord, c'est quand même assez naissant, les problématiques d'adaptation. C'est pour ça que je vous disais, entre moi, dans toutes mes interventions entre fin 2022 et maintenant, on voit que les messages sont, ou en tout cas, il y a une sensibilité beaucoup plus forte. Mais c'est quand même assez récent. Donc de là à les transformer pour l'instant en plan d'urbanisme, on n'y est pas encore. Enfin, il y a évidemment des prémices. Le PLU bioclimatique, c'est un PLU d'adaptation. Moi, j'ai eu l'occasion pour la ville de Grenoble donc d'accompagner la métropole dans la modification numéro 3 du PLUI, donc à l'échelle de la métropole, sur des enjeux de bioclimatisation. C'est un horrible terme qui avait été utilisé, mais en fait qui sont des enjeux à la fois d'atténuation, se doter de budget carbone sur les constructions. Bon, malheureusement, les constructions neuves, parce que RE 2020, et des enjeux d'adaptation sur préservation, renforcement du couvert végétal, restauration du cycle de l'eau. Donc ça, c'est une modification sur laquelle on a travaillé au cours de l'année. Après, il y a les temps, évidemment, d'enquête publique, puis l'applicabilité de ce document d'urbanisme pour pouvoir être opposable au permis de construire, que ça soit des permis de construire sur des bâtiments ou des permis de construire sur des espaces publics. Donc ça prend du temps, évidemment, la transposition dans des règlements d'urbanisme, mais on voit bien que, évidemment, on peut pas généraliser sur l'ensemble des communes. Celles qui sont très en pointe sur le sujet, qui à la fois, sont très sensibles et sont vraiment en train d'adapter leurs études, leurs documents de planification, leurs documents d'urbanisme, c'est beaucoup les métropoles. Donc nous, on a eu l'occasion de travailler avec plusieurs métropoles et on voit bien qu'il y a un vrai
engouement, pas que engouement, c'est pas tout à fait le bon terme, mais en tout cas une prise de conscience. Une prise de conscience et vraiment des actions en marche vraiment pour pouvoir passer au sujet d'adaptation. Donc que ça soit Grenoble, Nantes, Bordeaux, Lyon, voilà, Lille, on a vu vraiment des choses très intéressantes se faire. Ça donnera peut-être de la valeur d'ailleurs aux bâtiments de ces villes dans quelques années. Oui, puis c'est vraiment les prises de conscience. Beaucoup de gens ont mal vécu les derniers étés. Aujourd'hui, les projections climatiques, enfin toutes les villes se font leurs projections en 2050. Quel sera le climat de ma ville en 2050? Donc le climat de Lille en 2050 sera celui de Marseille. Le climat de Paris sera celui de Séville ou de Madrid. Le climat de Marseille sera plutôt celui du sud de la Méditerranée. Donc en fait, ça inquiète un peu tout le monde parce que il y a quand même quelque chose d'assez tangible. Autant lire les rapports du GIEC, c'est parfois un peu abstrait. Moi, j'aime bien cette idée de la transposition climatique, puisqu'en fait, le réchauffement climatique, c'est un peu, alors c'est pas tout à fait vrai parce que les phénomènes seront pas exactement les mêmes, mais en tout cas, c'est comme s'il y avait une forme de glissement des climats du sud vers le nord pour l'hémisphère nord, et c'est l'inverse évidemment dans l'hémisphère sud. Donc en fait, on peut se dire, et c'est la phrase qui a été reprise aujourd'hui d'ailleurs à Paris, c'est le climat de Paris en 2050 sera celui de Séville, en 2100 celui de Tanger. Donc on peut prendre conscience parce que quand on est allé à Séville en plein été ou à Tanger, on peut se dire ah oui, il y a quand même quelque chose à faire. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a convaincu à Paris sur le projet des aménagements des abords de Notre-Dame. J'ai tenu exactement ce discours en disant il faut donc adapter les abords de Notre-Dame en s'inspirant plutôt du sud, donc des façons de faire andalouses ou du sud de la Méditerranée et pas simplement de ce qu'on connaît aujourd'hui sur l'urbanisme. Ça c'est un autre sujet. Hein. D'ailleurs je parlais beaucoup d'approche prospective, comment on pense les conditions de demain. Mais en fait, il faut évidemment se doter des référentiels et des références de demain. Et donc, moi j'appelle vraiment à aller chercher nos références vers le sud, puisque le changement climatique va faire, en effet, qu'on aura demain des climats qui sont déjà ceux de pays du sud, qui vont arriver, qui seront le quotidien sur nos territoires. Et donc, vous inspirez, vous, beaucoup de... Ah oui, beaucoup, oui. Oui, en fait, tout ce travail, à la fois de travailler la brise rafraîchissante, la couleur des matériaux, la présence de l'eau, la présence du végétal, la question des connexions ou des porosités aéroliques, en fait, c'est des choses qu'on a aussi beaucoup apprises en travaillant dans des pays du Sud, parce que j'ai beaucoup travaillé au Maroc, ça date un peu, mais en tout cas, c'est beaucoup en travaillant dans les pays du Sud que j'ai appris finalement ces modes d'adaptation un peu natifs dans les pays du Sud qu'on est en train d'essayer de transposer aujourd'hui dans nos pratiques actuellement en France et ailleurs. C'est très compliqué ou quand même on y arrive doucement mais sûrement? Alors, moi, je pense que il y a beaucoup de gens qui disent oui, ça va être très compliqué de faire de l'adaptation. Moi, je pense pas. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'effet de l'arbre. À un moment, on peut identifier un endroit en ville où il est particulièrement difficile, par exemple, de se tenir en période chaude parce que tout est réuni pour que l'îlot de chaleur urbain soit très aggravé. On peut se dire, ok, bon, on est dans une situation de risque ou d'aggravation maximale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser les choses? Donc en fait, on peut prendre conscience assez facilement du besoin par l'identification du risque, et ensuite les processus de transformation, finalement, c'est assez simple. La plupart du temps, ça passe par ces solutions. C'est comment on arrive à réouvrir pour que le vent s'engouffre, comment on arrive à déminéraliser, réduire l'encombrement de l'espace public pour arriver à planter, comment on arrive à élargir les trottoirs aussi, parce qu'il faut quand même parler un peu des personnes dans tout ça pour leur donner plus de place, comment on adapte, parce que j'ai pas parlé tout à l'heure de l'adaptation des bâtiments, mais en fait, pour moi, il y a beaucoup de logique bon sens, donc il n'y a pas de raison que ça soit difficile à faire, c'est beaucoup de bon sens. C'est pour ça que je disais beaucoup de réparation, c'est finalement revenir à des approches très bon sens, plus naturalistes que ce qu'on a pu faire pendant des années. Après, est-ce que ça coûte? Bah oui, ça coûte évidemment un peu, mais est-ce que ça coûte plus cher de décarboner? Est-ce que ça coûte plus cher d'adapter? Donc il y a peut-être aussi une répartition des rôles. Bien sûr qu'il faudra
certainement doter les collectivités sur les problématiques d'adaptation parce que c'est elles qui vont pouvoir faire l'adaptation. L'adaptation est locale. L'atténuation est globale. Elle peut passer par un plan national, la stratégie nationale bas carbone, la planification écologique, Vous dites qu'il faut qu'on redonne les moyens aux collectivités de pouvoir s'adapter. En fait, l'adaptation se joue localement sur les territoires. Donc, c'est un enjeu des collectivités. Évidemment, il faut qu'elles aient les moyens de le faire. Donc, il faut qu'il y ait les moyens de l'adaptation qui soient donnés aux collectivités. Les moyens d'atténuation peuvent être à des échelles plutôt un peu supra, enfin, elles sont pas obligatoirement aussi locales que les problématiques d'adaptation. Et comment les bureaux d'études peuvent mieux collaborer avec les promoteurs, les maîtres d'ouvrage pour des projets plus durables? Mieux, encore faut-il qu'on ait les moyens de collaborer si on passe ce petit message. Non, c'est à peu près ce qu'il faut faire quand même, hein. À la fois sur les logiques d'atténuation et d'adaptation, on a à peu près les solutions. Enfin, on vient d'en évoquer quelques-unes, ou en tout cas, on connaît les enjeux, on connaît les stratégies, on connaît les dispositifs. Après, il y a des choses qui coûtent. Tout ne coûte pas très cher. Planter un arbre, ça coûte quand même pas très cher. Et j'ai déjà donné au moins 2 rôles essentiels. Et évidemment, il y en a beaucoup d'autres dans les services écosystémiques que peut apporter un arbre. Après, les promoteurs, puisqu'on a parlé d'eux, est-ce qu'ils sont bien conscients de tout ça? Peut-être que oui. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre les moyens? Certainement que non. Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que on est encore beaucoup dans des logiques de voir l'environnement au travers des certifications environnementales sur les bâtiments, un peu comme des diplômes. Donc un bâtiment, on va toujours chercher, enfin surtout quand c'est un opérateur privé, il va aller lui chercher un diplôme, 2 diplômes, 3 diplômes, comme ça pour dans l'idée peut-être d'améliorer son attractivité, sa vendabilité, enfin sa valeur marchande de produits, et peut-être lutter contre son obsolescence. Les certifications environnementales, c'est pas obligatoirement toujours le levier pour agir, enfin comme on vient de le raconter là en long en large, qui sont un peu des logiques bon sens. Donc moi je pense qu'aujourd'hui les opérateurs dans leur bilan d'opération oublient un petit peu la question environnementale. Donc en fait ils ont tous une raison d'être incroyable pour laquelle ils ont mis en général beaucoup d'argent. Ils ont tous des plaquettes qui disent que voilà, ils sont très très vertueux. Après, dans les opérations, c'est compliqué. Oui, nous on est dans des discussions parfois un peu, enfin à la fois difficiles et un peu navrantes, où on voit que l'environnement, à part aller chercher une certification NF Habitat HQE, un BREEAM, c'est difficile de vraiment pousser les sujets. Mais enfin, ça c'est je voudrais pas finir comme ça sur une note négative, mais il y a quand même un petit sujet d'adéquation, enfin des moyens par rapport à l'ambition qui est supposée être la leur, qu'ils racontent aussi beaucoup, mais avec peu de moyens finalement alloués à cette ambition, à mon sens. À titre personnel, à quand remonte votre engagement en faveur de la transition environnementale? Alors, question difficile. Je suis pas arrivé là totalement par, on va dire, par militantisme écologique. C'est plus le hasard d'une rencontre. Enfin, moi, j'ai une formation. Enfin, si on revient rapidement sur mon parcours, je suis ingénieur civil des ponts et chaussées. Après, j'ai voulu aller voir du côté de l'architecture par intérêt et parce que j'avais l'impression, lors de ma formation au pont, qu'on avait beaucoup opposé les ingénieurs et les architectes, les scientifiques et on va dire les ensembliers de la ville, et que je trouvais que ces oppositions étaient très stériles. Et j'ai eu l'occasion, alors j'ai d'abord commencé ma carrière en tant que consultant, c'est pour ça qu'on a porté beaucoup longtemps le nom Franck Boutet Consultant. Et je travaillais beaucoup en tant que consultant, donc pour l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat. C'est aussi comme ça que j'avais développé ma grande sensibilité aux bâtiments existants, et en disant attention, aujourd'hui on fait porter les enjeux de la transition écologique que sur les bâtiments neufs, et on oublie totalement l'essentiel qui est le déjà là et les bâtiments existants. Et mes collaborations avec l'ANA m'ont à un moment amené vers l'association HQE. Donc c'est mon interlocuteur à l'ANA qui m'a dit, il est en train de
se passer quelque chose du côté de l'association HQE qui, à mon avis, t'intéresserait beaucoup et dans laquelle tu trouverais certainement ta place. Et donc, je me suis rapproché de l'association HQE et en effet, j'ai trouvé ma place dans cette forme de réunion. Haute qualité environnementale. Alors, c'était au départ l'association qui apportait beaucoup les sujets de qualité environnementale, très logique plutôt associative, plutôt engagée, etc. Et moi, j'ai trouvé ma place là et avec l'idée que finalement cette approche de l'environnement nécessitait le rapprochement des disciplines, de l'ingénierie, de l'architecture, de l'urbanisme, on va dire des approches analytiques, des approches plutôt holistiques. Et je me suis retrouvé très à l'aise après ma double formation vécue un peu comme deux périodes totalement en opposition, parce que c'était ça entre les études d'ingénieur et les études d'architecte. Finalement, j'ai trouvé une forme de place de synthèse comme ça, et j'ai commencé à me passionner pour l'environnement. En fait, je suis un autodidacte de l'environnement. Voilà. Après, je me suis trouvé finalement à cette juste place et j'avais l'impression de pouvoir enfin réunir ces deux mondes que beaucoup de choses dans l'histoire avaient opposés. Et donc, voilà, c'est pas d'abord par militantisme, mais c'est par acculturation progressive et à avoir aussi un peu, j'étais pas tout seul, mais on était quelques-uns finalement à avoir façonné ce nouveau métier de l'ingénieur en environnement qui existait pas à l'époque. Donc je me suis pas formé en tant à l'ingénierie environnementale parce qu'il y avait pas de formation, mais j'ai créé avec une petite dizaine de personnes qui existaient à l'époque. On a créé ce nouveau métier des ingénieurs environnement qui font, à mon sens, la synthèse entre la science et le milieu. C'était assez précurseur. Merci beaucoup, Franck Boutet. Merci beaucoup pour cet échange. Nous remercions une nouvelle fois notre partenaire sur ce podcast Kingspan France. Kingspan France, ce sont des solutions globales d'isolation et d'enveloppe du bâtiment. Retrouvez leur engagement, leurs solutions et leurs projets sur kingspan.com/fr/fr. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtir pour le climat, un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Abonnez-vous, partagez l'épisode avec votre entourage et laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Bâtir pour le climat, c'est aussi le nom de l'événement qui se tient le 5 novembre 2024 à Ground Control à Paris. Au programme des rencontres avec des acteurs engagés de la construction durable pour partager les meilleures pratiques du secteur et amplifier son impact. Pour vous inscrire gratuitement à l'événement, rendez-vous sur bâtirpourleclimat.com. En attendant, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.